Au sommaire de ce numéro de Toute une histoire. J'ai vu cette lumière, ce sentiment d'apaisement. Je suis également sortie de mon corps. J'ai vu mon corps. L'incroyable récit de Laura et de sa famille. Au départ, il voulait qu'on aille lui dire au revoir avant de la plonger dans le coma. Et puis, on n'a pas eu le temps. Tout s'est enchaîné très vite. Je me suis vue au-dessus de mon corps. Mon frère était flouté, je ne le voyais pas clairement. Le seul que je voyais clairement, c'était mon père. Et je lui ai demandé de me laisser mourir. Je le vois me dire que je me suis assez battue et qu'il préfère que je meure plutôt que je souffre. Et donc j'ai son accord pour partir et là, je pars. Et vous lui avez dit ça? Oui, oui. J'ai pris sa main et je lui ai parlé à l'oreille. Je lui ai dit que c'était trop dur, quoi. À leur côté, Stéphane Alix et Steven Lorez, deux spécialistes de la question. Elle a été capable, pendant cette période-là, de vivre une expérience qui n'est même pas possible quand le cerveau fonctionne parfaitement bien. C'est très important ce que vous dites. Est-ce qu'il peut y avoir une conscience, une perception en dehors du cerveau? Je trouve ça bizarre quand même. Ouais. Ça m'inquiète quand même. Parce que, comme disait ma femme, est-ce qu'elle ne devient pas folle, quoi? C'était très dur à vivre. On n'est pas habitué à vivre des choses comme ça. Donc, ça a été le tournant de ma vie. C'est à partir de là que tout a commencé. C'est-à-dire? Notre amour, ma vie, tout, ma vision des choses. Il est sympathique, ce Julien. C'est pour ça que je l'ai épousé. Bonjour à tous, merci d'être chaque jour fidèles à votre magazine de l'après-midi. Vous avez certainement déjà entendu des témoignages de personnes qui, après un coma ou un arrêt cardiaque, racontaient avoir eu la sensation de sortir de leur corps, de voir une lumière blanche ou de rencontrer un proche décédé. C'est ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. Alors qu'on y croit ou pas, ces témoignages existent et des chercheurs du monde entier s'y intéressent. Aujourd'hui, avec nos invités, nos spécialistes, nous avons voulu en savoir plus sur ces phénomènes inexpliqués. Durant notre enquête, vous avez été nombreux à nous faire part de vos témoignages. Et c'est l'histoire de Laura qui a particulièrement retenu notre attention. C'est avec elle que nous allons passer une grande partie de l'après-midi. Elle sera entourée de ses proches et de deux spécialistes de la question que je vais vous présenter dans un instant. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, cette expérience de mort imminente que je décrivais à l'instant, vous l'avez connue en 2008, alors que vous étiez dans le coma, entre la vie et la mort. Pour quelles raisons vous vous trouviez dans cet état critique? Parce que j'ai attrapé une méningite foudroyante. Est-ce que pour vous, ça s'est passé comme on l'imagine, à savoir ce qu'on entend régulièrement dans ce type de témoignage, une lumière blanche, une sensation de flottement? Oui, j'ai vu cette lumière, ce sentiment d'apaisement. Et je suis également sortie de mon corps. J'ai vu mon corps. C'était angoissant comme sensation? Non, c'était vraiment agréable. J'étais juste bien, en fait. Apaisé, vous diriez? C'est ça, apaisé. Est-ce que les personnes que vous dites avoir vues, avoir croisées en sortant de votre corps comme ça, dans ce tunnel, vous les connaissiez? Alors oui, il y a eu mon arrière-grand-mère qui est décédée trois mois avant que j'attrape la méningite. Et il y a eu une personne âgée que je ne connaissais pas et qui s'est révélée être en fait le grand-père de mon mari que je n'ai pas connu. Elles vous ont parlé, ces personnes? Oui. Elles Il me vous ont dit disait quoi? de me reposer, que j'étais là pour me reposer et que quand ça ira mieux, je pourrais revenir auprès des miens. Que j'étais juste là en transition. Alors, Stéphane Alix et Steven Lorez, vous êtes tous les deux des experts aujourd'hui de notre émission. C'est vous qui allez nous accompagner. Stéphane, vous êtes journaliste, écrivain et fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Cela fait 10 ans que vous vous intéressez aux phénomènes inexpliqués, notamment aux EMI. Et vous avez aujourd'hui accepté d'être en quelque sorte le parrain de notre émission. Merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Depuis combien de temps on parle de ces expériences de mort imminente? On a d'abord peut-être parlé aux États-Unis, les NDE, Near Death Experience. On en parle à peu près depuis une quarantaine d'années, depuis que les techniques de la médecine permettent de
ranimer des gens comme Laura qui auparavant seraient décédés des suites de ces pathologies. Donc depuis qu'on réussit à ramener des gens qui ont frôlé la mort ou qui seraient partis de l'autre côté si on n'avait pas pu les ranimer, une certaine partie de ces gens-là reviennent en disant « mais j'étais pas inconscient du tout, je vous ai vu d'ailleurs, j'étais au-dessus de mon corps, ou alors j'ai vu une lumière, ou alors j'ai vu, comme dit Laura, des proches décédés. » C'est souvent des témoignages qui se ressemblent. On retrouve quelques éléments récurrents. Il y a des éléments récurrents qui ne sont pas systématiquement dans tous les types d'expériences, mais effectivement, sur les 20% de personnes qui, après des arrêts cardiaques, vivent des expériences de mort imminente, on retrouve des choses assez similaires, notamment une des expériences les plus impressionnantes, c'est celle que décrit Laura de sortie de son corps, parce que ça, c'est rapporté dans un nombre assez significatif d'expériences de mort imminente. Voilà, les gens sont en état d'arrêt cardiaque ou en état d'inconscience, ils sont allongés par terre ou les secours sont sur eux, et eux décrivent la scène du dessus. Ils voient ce qui se passe, ils le racontent après. Et ça, c'est profondément troublant. Alors, ils sortent de leur corps, ils traversent des cloisons, ils se retrouvent ailleurs, dans d'autres pièces, à un autre étage, voire dans d'autres lieux. La vision d'un tunnel ou d'une lumière, un sentiment d'amour infini, de paix, d'union. Elles ne sont pas toujours positives, ces expériences, quand même. Le terme positif ou négatif, c'est plus dû en fait à la façon de vivre cette expérience-là. Parce qu'en soi, l'expérience peut être profondément apaisante, profondément bouleversante dans le sens positif du terme, comme le raconte Laura. Mais effectivement, il arrive que certaines personnes, alors elles en parlent peut-être moins facilement, donc c'est difficile de quantifier un peu ça, mais certaines personnes ont quand même des grandes difficultés, voire des frayeurs à cette expérience-là. Imaginez-vous que tout d'un coup, vous perdiez connaissance, vous tombiez par terre, et vous sortiez de votre corps, vous êtes en haut du plateau, et puis que là, il y a des personnes qui arrivent. Peut-être ça va être extrêmement cool et très agréable pour vous, et peut-être ça va être au contraire très difficile, très inattendu, très dérangeant, angoissant. Parfois. Et ça peut générer effectivement des angoisses profondes. C'est plus lié à la capacité de la personne à vivre cette expérience après coup. Je vais saluer le professeur Laurès. Vous êtes neurologue, directeur de recherche au FRS. C'est quoi le FRS? C'est le Fonds de recherche scientifique en Belgique. D'accord. Et vous dirigez le Coma Science Group à l'Université de Liège. Votre équipe mène depuis plus de 5 ans une étude très sérieuse sur les visions liées aux expériences de mort imminente. Vous êtes parvenu à compiler plus de 300 témoignages d'hommes et de femmes de tous âges, de toutes croyances et de toute origine sociale. Et vous allez nous apporter votre point de vue de médecin, votre point de vue scientifique sur cette question. Est-ce que justement c'est un sujet qui reste encore tabou dans le milieu médical d'aujourd'hui? Oui, je pense que quand on entend l'histoire de Laura, il y a différentes attitudes. On peut dire elle est folle, c'est n'importe quoi. A priori, le sujet ne vaut pas la peine d'être étudié. Deuxièmement, on peut dire c'est le mystère. On est là devant quelque chose qui nous dépasse à nouveau. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'étudier, il faut le laisser tranquille. Notre approche à l'Université de Liège, c'est plutôt d'essayer de comprendre. C'est extraordinaire et donc, évidemment, en science, on n'aime pas l'anecdote. Donc, on essaye d'avoir beaucoup de ces témoignages. Il faut écouter. Et c'est vrai que trop longtemps, les médecins, les scientifiques n'ont pas pris assez au sérieux ces histoires d'expériences de mort imminente. Et on a besoin de beaucoup de ces témoignages. D'ailleurs, si je peux faire un appel à témoins, ceux qui nous regardent et qui ont vécu cela, partagez-le, parce que c'est important pour nous pour essayer d'avancer dans une éventuelle explication de ce phénomène qui, pour moi, est une réalité physiologique. Je pense que ces phénomènes, en fait, nous confrontent à des vraies questions qui ne sont pas simplement des questions de méthodologie scientifique, même si, effectivement, il est primordial que la science s'y intéresse. Elles nous confrontent aussi à la manière dont on conçoit la réalité, dont on voit la réalité. Elle nous amène aux frontières de ce qu'est la vie, la mort, la conscience, parce qu'une expérience comme ça, qui soit vécue facilement ou difficilement, qui vous impacte à ce point sur des années, voire des dizaines d'années en continu après l'expérience, c'est pas anodin. Vous faites partie de ceux qui ont changé leur manière de voir la vie après avoir vécu ce genre d'expérience. Alors, il y a un autre homme à qui c'est arrivé. Il s'agit de Jean-Pierre Postel. C'est un médecin anesthésiste, réanimateur, que nous avons rencontré au cours de notre enquête sur le sujet. On regarde et puis on en parle juste après. Le docteur Jean-Pierre Postel était extrêmement sceptique quant à l'existence des phénomènes décrits lors d'expériences de mort imminente. J'étais dans l'état d'esprit de tout médecin pragmatique, dans une spécialité très très technique. Je disais, voilà, mes substances anesthésiques sont formidables, elles entraînent
elles entraînent des rêves absolument faramineux. Un jugement qui a totalement changé en 2007. J'ai vécu une expérience de mort imminente de type empathique. On était 3 au chevet de mon père qui était très très mal en point. Nous avons été, chacun à sa manière, mais tout le monde y est allé, entraînés dans un tunnel. Sorte de tunnel, c'est vraiment ce que je peux décrire de mieux, avec une lumière au fond, et j'accompagnais mon père, et puis il est parti dans la lumière. C'était vraiment quelque chose qui me met encore dans un état émotionnel particulier lorsque j'en parle et quand j'y pense. Troublé, le docteur Postel, sa femme et son fils décident de comparer leurs ressentis. On s'est donné comme consigne de ne pas en parler entre nous. On a donc écrit chacun dans notre coin, sans se concerter, le vécu. Et lorsque nous avons comparé nos 3 récits, ils étaient identiques. Ces phénomènes sont difficilement explicables par la science, sachant que si l'on s'en tient vraiment à ce que l'on sait du fonctionnement cérébral, il est difficilement imaginable qu'un sujet plongé dans un coma profond, voire en arrêt cardiaque bref, puisse imprimer dans ses circuits, alors qu'il ne voit plus, qu'il n'entend plus, une telle expérience. Ça dépasse ce que la connaissance de la nature nous permet d'appréhender. Alors, une réaction de Laura au témoignage de ce médecin? Ça me parle, c'est vraiment... j'étais sceptique comme lui. Je pense c'est quelque chose qu'il faut vivre de toute façon. C'est dur à croire, je l'entends. Mais cette lumière, c'est vraiment ça. Réaction des 2 experts? Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que Jean-Pierre Postel est médecin, donc de sa posture de médecin, effectivement, il avait une vision plutôt distante et à vouloir tout de suite avoir une hypothèse rationnelle pour expliquer ces phénomènes, jusqu'au moment où il en vit une. Et je pense que c'est ce que je trouve un petit peu dommage dans notre société, c'est que ces 2 univers s'éloignent les uns des autres et devraient plutôt avoir tendance à essayer de s'écouter. Il ne faut pas abandonner l'outil scientifique parce que c'est un outil extraordinaire qui nous permet d'apprendre la réalité, mais il faut aussi savoir peut-être prêter une oreille différente aux témoignages et à d'autres outils d'appréhension de la réalité, parce que je pense que l'expérience de Laura a beaucoup à nous apprendre, comme celle de ces milliers d'autres témoins et celle de Jean-Pierre Postel, sur la nature de la réalité, de notre conscience et peut-être de ce qui se passe après. Steven? Oui, je pense que c'est important de souligner que moi, comme neurologue, quelque part, je ne sais pas de quoi je parle parce que je n'ai jamais vécu une expérience de mort imminente. Donc, j'ai commencé ma carrière avec l'étude du sommeil, du rêve. C'est plus facile parce que là, je rêve. Et je constate d'ailleurs aussi que dans cette communauté, cette société de savants du sommeil, il y a une différence entre ceux qui rêvent très peu ou qui ne se souviennent pas de leurs rêves et ceux qui s'y intéressent beaucoup, qui vont les noter. Et je pense que ça influence comment on va aborder le sujet. Et donc, voilà, c'est très difficile parce qu'on est dans la subjectivité. C'est toute la difficulté de l'étude de la conscience. Alors, donc, on va remonter à quelques années auparavant, en février 2008. Vous aviez 20 ans, vous étiez étudiante, infirmière, et un mercredi après-midi, vous avez commencé à ressentir des douleurs au niveau de la nuque. Est-ce que, sur le coup, vous vous êtes inquiétée? Non. En fait, j'avais des symptômes d'une angine quelques jours avant. Et ça ajoutait à ça, comme un torticolis. Et je me suis pas du tout, j'ai pas pensé à ça du tout. Vous aviez de la fièvre? Pas tout de suite, c'est venu dans la soirée. La fièvre est venue après. Alors, de la fièvre dans la soirée, le lendemain, vous étiez comme ankylosée, vous aviez du mal à vous lever? Dans la nuit, j'ai eu de la fièvre, j'ai eu mal partout, comme un symptôme grippal au final. Mal partout, mal dans la nuque. Et j'étais vraiment très mal. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne m'aider. Et on a fini à la clinique. Parce que la fièvre grimpait? Non, parce que j'étais incapable de me déplacer. Et là, ma mère a compris que c'était grave. En fait, lorsqu'elle a voulu me donner un médicament, elle a passé sa main derrière ma nuque pour m'aider à boire. Et elle a senti ma nuque se raidir. Donc ça, c'est un signe inquiétant. Et puis des taches aussi qui apparaissaient sur votre corps? Les taches, c'est le lendemain. Ça a été 12 heures après. Entre-temps, en fait, on a été à la clinique. Et le médecin a conclu un syndrome grippal. Il ne m'a pas vraiment ausculté et il m'a renvoyée chez moi. Et le lendemain matin, mon état s'est empiré. Et donc là, j'ai eu un purpura. Donc des taches sur le corps.
Donc tout ça, la nuque raide, le purpura, ce sont des stigmates d'une méningite. Exactement. Donc vous êtes arrivé, ça veut dire que vous avez appelé une ambulance là, à ce moment-là? J'ai été chez mon médecin traitant qui m'a injecté au bon moment l'antibiotique qui m'a sauvé la vie. Ensuite, elle a appelé le SAMU et j'ai entendu ces mots. Jeune fille de 20 ans présente syndrome méningé avec purpura fulminant. Et là, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, je vais mourir. C'était une pathologie que j'avais appris à l'école infirmière 3 mois avant. Je savais exactement ce que ça voulait dire. Ça peut aller très vite, quoi. Voilà. Vous vous disiez, vous, au fond de vous, vous alliez mourir? Vous aviez cette conscience-là? La douleur était tellement... c'est indescriptible. J'avais tellement mal que je savais que j'allais en mourir. Alors, vous avez été placée dans un coma artificiel. Oui. Et après, plus rien, plus de souvenirs. Plus rien. En revanche, vos proches, eux, qui étaient à vos côtés, vont nous raconter la suite. On va les accueillir tout de suite. René et Samy, venez nous rejoindre. Vous êtes les parents de Laura. Et puis, il y a aussi Johan, votre petit frère, et Céline, ma belle-sœur. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Prenez place. Alors, René et Samy, que vous ont dit les médecins à partir du moment où votre fille a été placée en coma artificiel? Alors, c'était à l'hôpital. Une méningite bactérienne, c'est très grave. Hein. Elle avait des défaillances de partout. Enfin, elle allait mourir. Hein. Il fallait la transférer très rapidement à Cochin, sur Paris, là où ils avaient la seule machine. Enfin, il y a 2 machines en France qui auraient pu la sauver, donc une à Lyon et une à Cochin. Des machines qui font quoi? C'est un respirateur mais très très puissant, parce qu'elle avait un œdème pulmonaire. Voilà. Et donc, vu qu'elle souffrait, au départ, il voulait qu'on aille lui dire au revoir avant de la plonger dans le coma. Et puis, on n'a pas eu le temps. Tout s'est enchaîné très vite. Et du coup, on n'a pas pu lui dire au revoir. Donc, le médecin, après nous avoir expliqué, donc, cette maladie, c'est une urgence vitale. On n'a que 24 heures pour sauver ma fille. Donc, elle a été transférée à Cochin, et quand elle est arrivée là-bas, il y a un médecin, nous a mis dans une petite salle en attendant, elle était en réanimation, et un médecin est arrivé dans notre salle et Johan, mon fils, lui a demandé s'il avait déjà traité des cas comme dans l'état où était arrivée Laura. Donc il lui a dit oui. Et il lui a demandé combien de personnes il avait pu en sauver, et ce médecin a répondu aucune personne dans l'état où est arrivée ta sœur. Johan, tu vois des yeux tout humides. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Ouais. Donc, quand le médecin vous a dit ça, il n'y avait pas vraiment d'espoir. Très peu de chance, très peu de chance. Et à mon avis, il a voulu nous préparer au pire. Parce que, comme il disait, il n'avait jamais sauvé de personne au stade de ma sœur. Il a préféré nous préparer au pire que nous faire croire que ma sœur allait survivre. Vous n'avez absolument aucun souvenir de ces moments-là? Rien dans la tête? Aucun souvenir de ce que vous avez entendu? Hormis le fait d'être sortie de mon corps. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, dites-le nous, on a envie de savoir. Donc vous étiez dans votre lit, vous étiez à son chevet, vous lui parliez? Oui, c'est quand là ce qu'elle dit. Enfin, nous, on a fait le lien avec ce qu'on vivait. Ouais. C'était quand mon mari... Alors, qui commence alors? Vous commencez à nous raconter ce qui vous est arrivé? Donc, je me suis vue en haut à gauche, dans la pièce. Je voyais mon corps dans le lit médicalisé avec des machines. Mon petit frère était à mes pieds. Des machines que vous étiez capable de décrire tellement vous les avez bien vues? Non, il y avait un amas de machines. Il y avait beaucoup de machines. Mais mon frère était flouté. Je ne le voyais pas clairement. Le seul que je voyais clairement, c'était mon père, qui était sur ma droite, qui se tenait à côté de moi. Alors j'étais intubée, mais j'avais cette impression de pouvoir communiquer avec lui. Et je lui ai demandé de me laisser mourir, parce que j'avais trop mal et que je ne voulais plus me battre. C'était vraiment très douloureux. Et je le vois me dire que je me suis assez battue et qu'il préfère que je meure plutôt que je souffre. Et donc j'ai son accord pour partir, et là, je pars. Et vous lui avez dit ça? Oui, je lui ai dit ça. Et vous étiez à sa droite? Oui, j'étais à sa droite. Avec son frère à côté de vous? Oui, j'ai pris sa main et je lui ai parlé à l'oreille. Je lui ai dit que c'était trop dur, quoi. C'est très, très dur. Hein. Donc, comment vous lui avez dit ça? Vous avez senti qu'elle vous posait qu'elle avait besoin que vous lui disiez ça?
que J'ai vous pas lui senti disiez ça? J'ai pas senti ça. C'est incroyable à voir. Il faut voir ce qui se passe dans la chambre d'hôpital, commencer avec toutes ces machines, la respiration artificielle, c'est horrible. Donc pour moi, plutôt que de faire souffrir ma fille, je préférais qu'elle parte, qu'elle parte gentiment dans le coma, tranquille, qu'elle soit libérée. C'est ça qu'on appelle la décorporation? Oui, et ça, c'est une des caractéristiques les plus incompréhensibles et extraordinaires de cette expérience de mort imminente, parce que voilà un cerveau qui fonctionne encore, mais il fonctionne de façon peut-être assez déficiente, et pourtant, Laura décrit une scène qu'elle voit de l'extérieur, elle décrit des souvenirs, elle s'en souvient ensuite. Donc ça, c'est une des caractéristiques, je crois que Steven Loret sera d'accord avec moi, qui est les plus mystérieuses sur l'expérience de mort imminente. Comment vous en êtes souvenu après, dès votre réveil, ou c'est revenu par flash? C'est revenu un peu après. Au réveil, en fait, on nous injecte tellement de médicaments qu'on perd la tête. On mélange tout, les rêves, la réalité, ce qu'on a pu voir dans le coma ou pas. Tout c'est flou. Tout de suite après, non, c'était encore diffus, confus. Et après, c'est revenu par flash? Oui. J'ai fait, moi, ce que j'appelle des rêves, en fait. Je vois ça comme des rêves. Vous en avez parlé à vos proches pour comparer ce que vous avez vu, vous, et ce qu'ils ont vécu, eux? Oui, on en a parlé plus pour l'histoire. Ce qui s'est passé avec mon père, on n'en a jamais parlé ensemble. C'est trop douloureux. Mais j'en ai parlé à ma mère et oui, elle m'a dit que ça s'était vraiment passé. Et là, je me suis dit, je suis pas folle. Ça s'est vraiment passé. Donc, je me suis mise peut-être plus à parler aussi après, une fois. Parce que vous avez eu peur à un moment donné de passer pour une folle? Oui. Moi, j'étais sceptique avant tout ça. Et si quelqu'un m'aurait raconté une histoire comme la mienne, j'aurais été la première à pas la croire. Alors, un mot de Steven sur cette histoire de décorporation. Donc, je pense tout d'abord qu'il faut bien écouter ce que vous avez vécu. Et je ressens aussi toute cette frustration. Vous étiez là. Laura, vous avez eu une méningite. Permettez-moi de souligner, sans la médecine, la science, vous serez plus là pour raconter votre histoire. Donc, on peut remercier les réanimateurs. Mais c'est très frustrant pour vous, la famille, pour nous, médecins. On est confronté à quelqu'un qui est inconscient. En plus, ici, il y a eu la méningite. On a aussi donné des médicaments pour vous endormir, pour pouvoir mieux vous traiter. Et donc, je pense que là, historiquement, on a sous-estimé la capacité de ce cerveau à encore avoir des perceptions, des pensées. Et ce n'est pas parce qu'à ce moment précis, vous étiez incapable de le partager, d'exprimer verbalement ou autrement ce qui se passait. Eh bien, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui peut passer. Vous avez entendu des choses, vous avez vu des choses. Et donc, ça, je pense que maintenant, on a suffisamment de données, d'études qui nous apprennent que, eh bien, finalement, pour qu'il y ait une conscience, c'est pas partout dans le cerveau, une petite activité peut suffire pour qu'il y ait... Vous êtes venu avec un cerveau, c'est pas banal de se promener avec un cerveau. C'est le mien, j'y tiens. Vous en avez apporté, ça veut dire quoi, c'est le mien? Eh bien, c'est une impression 3D de mon cerveau. Vôtre. Ouais. Vous êtes d'accord pour dire qu'il y a encore je ne sais combien de pourcentage du cerveau qui reste une zone d'ombre aujourd'hui encore? Alors, on a besoin de ce cerveau. Ce n'est pas qu'il n'y a qu'une partie qui est utilisée ou qu'il y ait une zone d'ombre ou éclairée. Je pense que le défi, c'est de vraiment mieux comprendre comment on peut expliquer la conscience et donc ces expériences extraordinaires qui sont les expériences de mort imminente. On peut peut-être souligner que Laura n'était pas morte. Et donc, à aucun moment, il y a eu un cerveau qui était ligne plate. Tiens, par exemple, là, on voit trois dessins là, voilà, derrière moi. Là, je montre ça parce que c'est important et parfois aussi dans les médias, on parle de voilà, j'étais en mort clinique, je suis revenu de la mort ou même j'étais en mort cérébrale. Et ça, c'est important d'être très précis parce que quand on parle de la mort cérébrale, on a les critères, personne n'est revenu depuis les années 50, où en effet on a cette nouvelle machine, le respirateur artificiel, cette nouvelle discipline qui sont les soins intensifs. Vous avez là une image où vous avez un cerveau comme le vôtre, là à gauche, c'est des couleurs rouge, jaune, c'est quoi? C'est la consommation de sucre, d'énergie, de ces milliards de neurones, d'accord? Après, vous avez ce qui se passe quand vous êtes morte. La mort cérébrale, c'est la définition de la mort sur des critères neurologiques. Vous avez le signe de la boîte vide. Il y a juste la peau que vous voyez autour du crâne qui consomme encore un peu d'énergie, mais plus ces milliards de neurones. Ça, ce n'est pas le cas de Laura, c'est clair. Là, on ne revient pas pour dire j'ai vécu ci ou ça. On est mort, on est mort. Alors, dans le cerveau de Laura, à ce moment, et ça c'est toute cette frustration, ça s'est passé quand
quand vous avez perdu conscience, au moment que vous étiez en train de revenir, ça c'est très difficile par après de reconstruire l'histoire. Mais ce qu'on sait, c'est que des patients qui sont dans un coma, ici c'est un exemple d'arrêt cardiaque, mais on a un fonctionnement cérébral qui n'est pas absent. Vous voyez, c'est des couleurs, c'est bleu, il y a encore quelque chose, même si c'est anormal. Et donc maintenant on essaye de comprendre comment est-ce que ce cerveau, dans des situations de coma, peut avoir ces perceptions tellement vive et détaillée. Et alors, ça, je trouve fascinant. Une question qui me vient, est-ce que c'est la même activité lors de comas artificiels, c'est-à-dire qu'on a provoqué, et des comas dans lesquels on est plongé à la suite d'un traumatisme? Est-ce que c'est la même activité du cerveau? Alors oui, c'est comparable. Bon. Votre cerveau, la nuit passée, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, eh bien, en sommeil, j'espère, profond, l'activité dans votre cerveau, quelque part, était comparable avec ce qu'on voit là. C'était aussi bleu, il y avait une diminution. Par contre, quand vous étiez dans un sommeil paradoxal, là, peut-être que vous vous souvenez de vos rêves la nuit passée, eh bien là, l'activité était beaucoup plus proche de la normale. Et quand on vous donne des médicaments, des anesthésiants, à nouveau, vous avez une diminution. Et dans le coma, eh bien, on a cette image-là. Et donc, pour nous, le défi, c'est de mieux comprendre comment un cerveau qui est quand même pas dans une situation normale, parce que non seulement il y a la méningite, en plus on donne des médicaments qui vont vous faire dormir, et donc là, il se peut qu'il y a, à nouveau, je n'aime pas de polariser, on n'est pas inconscient ou conscient, on peut être plus ou moins conscient, comme on peut être plus ou moins éveillé, et donc parfois, oui, il y a des perceptions, il y a la famille, il y a les médecins qui disent des choses qui passent. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, pardon. Quand c'est un coma artificiel, on a plus de chances de vivre ce type d'expérience qu'un coma provoqué par un traumatisme? Non, pas nécessairement. Donc nous avons maintenant plus de 300 témoignages, et donc une partie de ces patients ont vraiment vécu un coma. Certains ont reçu des médicaments, d'autres pas. On va regarder la cause du coma. Donc il y a, et c'est ça la problématique, beaucoup de facteurs confondants. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de témoignages pour essayer de faire le tri. Mais on ne peut pas dire c'est simplement les médicaments. Non. Il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur l'expérience de mort imminente aujourd'hui qui vont plus loin et qui se disent que est-ce que le cerveau est vraiment impliqué dans ces expériences-là? Est-ce que le cerveau ne serait pas juste une façon de nous exprimer et que cette conscience s'exprime, mais qu'une fois que le cerveau ne fonctionne plus ou fonctionne mal, une partie de nous-mêmes vit de façon complètement indépendante? Qu'est-ce que ça pourrait être? Ça, c'est pas à moi d'y répondre, j'en sais rien. Je fais juste le constat que le cerveau de Laura n'était pas en mode de fonctionnement optimum, et qu'elle a été capable, pendant cette période-là, de vivre une expérience qui n'est même pas possible quand le cerveau fonctionne parfaitement bien. Alors, vous allez voir qu'en plus, c'est allé loin, ce qu'elle a vécu. Vous vouliez encore dire un mot? Oui, je pense que c'est très important ce que vous dites. Est-ce qu'il peut y avoir une conscience, une perception en dehors du cerveau? Et donc, il y a cette étude que je trouve extraordinaire, où on va mettre des objets cachés près du plafond, et alors on va demander à ces personnes. Ici, c'était une étude où on savait, soins intensifs, il y a beaucoup de patients qui peuvent faire un arrêt cardiaque. À peu près 10%, en tout cas dans notre série, vont avoir ces expériences de mort imminente, dont 80% des corporations. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que vous avez vu? Jusqu'à présent, on n'a pas pu vérifier. Il n'y a aucun cas qui a pu dire voilà, j'ai vu cela. Mais je pense que l'étude, elle est extraordinaire. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut, si on a cette hypothèse-là, essayer de la tester. Et je trouve que c'est fascinant que ça, c'est en cours, mais jusqu'à présent. Malheureusement, on ne demande pas aux gens, quand ils vivent ces expériences-là, s'ils ont envie d'aller voir la petite cible qui est à voir, ou si, au contraire, ils ont envie d'aller dans le tunnel de lumière qui déborde d'amour et qui est d'une intensité émotionnelle 1000 fois plus colossale qu'une pauvre cible cachée. C'est ça le problème de ces expériences-là, c'est que si on attend d'une preuve formelle avec ce type d'expérience-là, on risque d'être assez frustré. Il faut le faire, je suis d'accord avec vous, mais il y a quelque chose qui se passe dans ce qu'a vécu Laura qui n'est pas malheureusement réductible à une approche scientifique et qui est puissant. Stéphane, parce que Laura, elle est là sans être là. Vous êtes sûr que vous êtes là? Vous n'êtes pas décorporé là? Parce que vous avez l'air de regarder tout ça en étant un peu ailleurs. Est-ce que depuis que vous êtes revenu, vous êtes toujours un peu ailleurs finalement? Je suis quelqu'un de très zen, de très observatrice. Vous étiez déjà comme ça? Je pense, oui. Ah bon? Oui. Déjà. Vous la trouvez différente aujourd'hui? Un peu plus cool, oui. Encore plus cool. Bon. Alors, au réveil, qu'est-ce qui s'est passé alors? Qui avez-vous demandé? J'ai demandé mon copain à l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, et mon père. J'ai eu besoin de les voir eux à ce moment-là.
Et Vous êtes resté combien de temps dans le coma? une dizaine de jours. Donc quand elle est revenue, c'était un miracle pour vous, Ah oui, j'imagine. pour moi, c'est un miracle. Ouais. C'était formidable. Hein. Comment elle est revenue? C'est la médecine. Ouais. Si Laura est là, c'est parce qu'on lui a Bah, donné bien des sûr. antibiotiques. Mais personne ne dit le contraire. hein. En médecine, on n'aime pas le mot miracle. Ah, c'est parce que j'ai dit miracle. D'ailleurs, Non, mais on a- vous avez dû le vivre comme ça. Moi, je l'ai vécu comme ça. Bah ouais. oui, bien sûr. C'était. Ouais. Et alors, Laura? Non, j'allais dire, d'ailleurs, on a écrit un livre avec ma mère en duo. Et il s'appelle La méningite m'a tué, la science t'a sauvé. Ah, Donc, voilà. vous voyez, non, on est conscient de tout ça, vraiment. Alors, donc vous avez voulu voir votre compagnon, vous avez voulu voir votre père. Vous dites que c'est probablement en lien avec ce que vous aviez vécu. Alors, pour mon mari, j'en ai pas souvenir, mais lorsque j'étais dans le coma, il m'a dit que si je me réveillais, on ferait les enfants et on se marierait. Et je me suis réveillée avec le besoin de le voir. Et lorsqu'il a franchi la porte, je lui ai dit, ils sont où les enfants? Et vous les aviez vus, les enfants? J'en avais 3. Ah, quand vous étiez dans le coma, vous en Dans le aviez coma, 3? j'en avais 3. Oui, oui. Alors que vous n'en aviez pas. Non, et je n'ai jamais pensé, j'avais 20 ans, donc je ne pensais pas à faire des enfants. Et vous lui avez demandé où ils étaient? Oui. Vous Je savez ce cherchais. que c'était? Oui, c'était 3 garçons. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai un garçon et 2 filles. Oh, Alors, c'est mignon. voilà. Maintenant, aujourd'hui donc. Hein. Mais comme quoi, ce qu'on doit nous dire, quand on est dans le coma, on doit aussi l'interpréter et voilà, on ressort pas sans rien, il reste des traces. Il est temps de faire une courte pause justement avant de découvrir la suite de votre témoignage, Laura. Et puis si vous aussi, vous avez vécu une expérience comme celle de Laura, bien n'hésitez pas à nous raconter votre histoire sur Facebook et sur Twitter. À tout de suite. Dans l'histoire continue aujourd'hui, Sandra et Rémi ne se connaissent pas, pourtant ils partagent la même histoire. Je lui devais ça parce que c'est grâce à lui si je suis là. C'était vraiment mon deuxième papa, c'était mon confident. Il faisait partie de notre vie. Mais bon, maintenant je sais que j'ai un ange gardien là-haut. Je suis monté directement sans réfléchir. C'est l'instinct, il fallait que j'y aille tout de suite, quoi. Je l'aurais pas laissé tout seul dans l'appartement avec les flammes qu'il y avait. J'étais soulagé de voir la maman heureuse de retrouver son fils. Vous êtes fière de votre frère? Très fière. Chère Christian, je te remercie d'avoir sauvé notre maman. Sans toi, nous ne serions jamais nés. Au revoir, je t'aime bien, Louane. À tout à l'heure dans l'histoire continue. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Étudiant ou interne en médecine, vous avez croulé sous la charge de travail au point de faire un burn-out. Pour faire face à la pression ou pour tenir le rythme de vos études de médecine, vous êtes devenu accro aux médicaments ou à la drogue. Lors de votre entrée en faculté de médecine, vous avez découvert le monde des soirées étudiantes et vous n'avez pas tardé à en abuser pour relâcher la pression. Alors que vous étiez interne en milieu hospitalier, vous avez traversé une épreuve traumatisante qui vous a incité à changer de voie. Pendant vos études de médecine, vous avez été victime d'un bizutage et vous avez participé à un jeu initiatique qui a mal tourné. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou sur les réseaux sociaux. Demain, juste après l'émission, vous avez rendez-vous pour un chat en direct avec Nicolas Sahuc. Régime dangereux, troubles alimentaires, notre diététicien répondra à toutes vos questions. Alors connectez-vous dès 15h30 sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Alors nous sommes de retour sur le plateau de Toute une histoire. Aujourd'hui, on s'intéresse aux EMI, les expériences de mort imminente. C'est un phénomène encore inexpliqué qui reste l'un des plus fascinants, des mystères du cerveau. Et pour mieux comprendre de quoi il s'agit, eh bien, nous nous sommes entourés de 2 spécialistes de la question, Steven Lorès et Stéphane Alix. Et nous avons décidé de passer un long moment cet après-midi avec Laura et sa famille. Laura, en 2008, vous avez passé 10 jours dans le coma et à votre réveil, vous avez eu le sentiment d'avoir vécu une expérience unique aux frontières de la mort. Vous venez de nous décrire une expérience de décorporation. Vous avez très bien vu votre père et votre frère à vos côtés. Vous avez, dans votre souvenir, pu parler à votre père ou entendu ce qu'il vous disait. Mais vous avez eu d'autres visions. Donc vous avez croisé des gens que vous avez reconnus.
Alors racontez-nous. Alors cette personne-là, je ne l'ai pas reconnue tout de suite. C'est-à-dire que je me suis retrouvée chez une personne âgée, un monsieur campagnard assez costaud. Il était assis dans une grande chaise en bois et mettait sa tête bizarrement contre le mur. Il était appuyé, ça n'avait pas l'air d'être confortable comme position. Chez lui, les meubles étaient très, très rustiques. Vous connaissiez cet endroit? Non. Vous connaissiez cet homme? Non, jamais vu. Mais vous avez un souvenir précis du lieu? Voilà, je me rappelle bien de la maison. Alors moi, j'avais l'impression d'être quand même un petit peu en hauteur. C'était pas pour moi une maison de plein pied. Et lorsque je me suis réveillée, il m'a expliqué, comme mon arrière-grand-mère, que j'étais là pour me reposer, que c'était vraiment un moment de détente, que je repartirais après. Donc vous l'avez croisé lui, il vous disait de vous reposer et de repartir. Oui. En C'était gros, de toute façon une transition. Aussi Voilà, bien avec mon arrière-grand-mère qu'avec lui. Parce que votre arrière-grand-mère, alors racontez-nous ce qui s'est passé là. Elle m'a accueillie pour moi dans ce qui me semblait être chez elle. J'étais dans un lit, dans une pièce qui avait l'air d'être une chambre. On n'était pas très proches, on ne se voyait pas souvent. Mais je savais que c'était elle, je l'ai reconnue. Elle était habillée elle était très élégante. Elle avait une robe de soirée. C'était en décalage avec le fait d'être dans une chambre. Mais elle était là. C'était la grand-mère de qui? De ma mère. Et elle vous disait quoi? De me reposer. T'es juste là pour te reposer. T'inquiète pas, tu vas pas rester là, tu vas repartir. Elle me disait que c'était vraiment une transition. Et du coup, moi, j'ai ce sentiment d'apaisement et de m'endormir chez elle. Mais du genre, repose-toi, c'est pas ton heure, mais je serai là quand tu reviendras? Un truc comme ça? Quelque chose comme ça. Pour moi, c'est ce que ça voulait dire. C'est rassurant, en tout cas. C'était rassurant. Pardonnez-moi, vous étiez dans le lit d'hôpital à ce moment-là ou vous étiez dans un autre espace? J'étais dans un lit, dans une maison qui pourrait être la sienne. D'accord. Mais j'étais pas à l'hôpital. Non, elle est pas venue à moi, si vous voulez. J'ai l'impression que c'est moi qui étais à elle. Et alors, l'autre homme que vous ne connaissiez pas et ce lieu et alors vous ça avez m'a découvert... intriguée. Donc j'en ai parlé quelques mois après, j'en parlais assez facilement. C'était lors d'un repas de famille chez ma belle-sœur, Céline. Et là, Céline me dit, mais on dirait que tu parles de Pépé. Et leur grand-père, je ne l'ai pas connu. Donc je pouvais pas dire si c'était lui ou pas. Donc Céline, c'est vous, hein? C'est vous auprès de laquelle elle se confiait ce jour-là. Et donc vous avez reconnu votre... Ah ben, la description était vraiment très très... Qu'est-ce qui vous a interpellé? Elle me dit, oh mais quand j'ai fait mes rêves, parce que voilà, c'était le terme de Laura, mes rêves, j'ai vu un vieux monsieur, campagnard, il m'a dit, t'es là pour te reposer. Et puis j'ai vu sa véranda, son fauteuil, où il mettait sa tête. Et ça, c'est vraiment un effet très marquant, parce que mon grand-père faisait sa sieste à cet endroit-là. Et à force même de mettre sa tête, il y avait même son empreinte, en fait, à force d'être comme ça. Donc c'était vraiment une description importante pour moi. Et puis l'aspect des chiens, les chiens, il avait plein de chiens, il aimait ses chiens, il était tout le temps il disait à Laura, mes chiens, c'est toute ma vie. Et mon grand-père, ses chiens, c'était vraiment toute sa vie. Il était parti, il était décédé depuis combien de temps? Il était décédé depuis 4 ans. Oui, depuis 4 ans. Et votre arrière-grand-mère? 3 mois avant. 3 mois avant. Vous vous êtes dit quoi quand elle vous racontait ça? Moi, j'ai tout de suite reconnu mon grand-père dans sa façon de décrire le personnage. Et je lui dis, mais j'ai l'impression que tu as vu mon grand-père. Oui, ah bon. Donc on en a parlé. Et vraiment, sincèrement, pour moi, il n'y avait pas de doute. C'était lui. C'est dingue. Moi, j'adore. J'adore parce que son histoire est vraiment pas unique. Il y a beaucoup de gens qui disent avoir rencontré comme ça des personnes dont ils ignoraient qu'ils étaient décédés à l'époque de cette rencontre autre part. Et ça aussi, ça nous interroge d'une façon vertigineuse sur qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ces gens-là continuent à exister quelque part et on peut les rencontrer? Enfin voilà, c'est une question qui n'est plus interdite de poser quand on entend des témoignages comme ça à l'appel. Steven, vous allez être de plus en plus mal. Quand on regarde l'histoire, on a dit la même chose quand on parlait de l'univers, de notre place, de quoi les étoiles sont faites, par exemple. On a dit, c'est impossible à savoir, c'est trop loin. Et maintenant, tous les jours, on fait des mesures, justement. Et donc ça, c'est un peu l'approche que nous, on essaye de suivre. Et donc, il faut aller plus loin, tester nos hypothèses. Donc, voilà, on parlait de décorporation, de la sensation de ne pas être toute seule. Et donc, sur le cerveau, il y a beaucoup d'ignorance. Et le scientifique, il n'a pas de vérité, il n'a pas de réponse simple. Ça, il faut demander à la religion. Alors,
qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de savoir, avec les outils dont on dispose, et toute la frustration, c'est qu'on n'était pas là avec nos machines. Bon, vous n'avez pas fait cet épisode dans un scanner où on voyait ce qui se passe. Alors, on peut, par contre, dans le bloc opératoire, où on a des opérations en neurochirurgie, des personnes avec un cancer, on va stimuler le cerveau. Donc, voilà, permettez-moi de reprendre le petit cerveau. Et donc, ça n'explique pas tout, mais je trouve ça fascinant de dire il y a plusieurs équipes maintenant, et on peut le faire chez vous. On stimule cette partie-ci, justement, du côté droit, et on peut provoquer cette décorporation. On a une sensation de... On a une sensation de se voir un peu à l'extérieur, mais on n'a pas en aucune manière les perceptions de décorporation totale qu'a vécu Laura et tous les autres. Et puis de rencontrer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas quand même. En tripatouillant le cerveau, on ne peut pas aller dans la pièce d'à côté ni rencontrer des proches décédés. On peut avoir cette sensation de déséquilibre comme une sensation de vertige. Non, c'est plus que du vertige. Oui, c'est plus que du vertige, mais en aucun cas, c'est une décorporation comme celle vécue par les Stéphane, on vous a trifouillé le cerveau? Oui, venez à Liège, plus que ça encore. On va vous provoquer une décorporation. Chiche. Vous êtes invité. Moi, j'adorerais. Et puis, évidemment, on ne peut pas réduire l'expérience de mort imminente juste à la décorporation. C'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus détaillé. Mais il y a une autre région, là, du côté gauche, où on sait qu'elle est impliquée dans cette sensation de présence, par exemple. Et donc ça, je trouve ça intéressant. À nouveau, il ne faut pas être trop réductionniste. Ce n'est pas une région, une molécule ou un neurotransmetteur qui explique tout ce que vous avez vécu. Mais je trouve qu'il y a des pistes intéressantes. A priori, évidemment, on ne peut pas dire qu'on a tout compris, qu'on peut exclure qu'il y a d'autres choses. Mais je trouve, essayons de mieux comprendre, parce que sinon on est dans le mystère, comme on a Alors, on va essayer de sacrifié mieux pour le dieu du soleil. Alors, ça ne s'est pas arrêté là, à cette vision de votre arrière-grand-mère, de votre arrière-grand-père. Depuis que vous êtes revenu à vous, que vous avez repris votre vie, vous avez eu d'autres visions. Lesquelles? Alors, cette fois-ci, en étant tout à fait lucide et consciente. Oui. Je voyais des fumées blanches, des petites fumées blanches. Où? Près de mon lit ou à ma fenêtre. Et le soir, elles étaient là. Le soir? Ouais. Ou dans la journée? Plutôt le soir. C'était quoi, selon vous? Des esprits, des gens qui ne sont plus vivants. Mais en fait, je me suis déjà adressée à eux. Des fantômes? Oui. Leur demander... Ça avait une apparence corporelle? La plupart du temps, non. Et une seule fois, si. C'était une petite fille. Mais... Vous en avez parlé autour de vous de ça? J'en parle un petit peu, oui. Mais j'ai peur, oui. Enfin... Vous en avez parlé à votre maman? Oui. Qu'est-ce que vous pensiez, vous? Au départ, j'avais peur pour elle, parce que on se demande si elle ne devient pas folle, et ou si elle ne se crée pas un monde parallèle. Enfin bon, je suis assez rationnelle, donc j'essayais de comprendre, et j'avais peur qu'elle tombe dans une spirale et qu'elle devienne folle, quoi, au départ. Et après, à force d'en parler, donc je remettais les pieds sur terre, je faisais ce que je pouvais pour la ramener dans notre monde, qu'elle ne reste pas dans ce monde. Est-ce que parfois ces présences étaient inquiétantes? Non, c'était toujours... c'était jamais méchant, c'était... Non. Oui, c'est dur de décrypter quand on est tout seul. S'il y a déjà une chose qui est extraordinaire de votre émission, c'est qu'elle permet à des gens et à une famille de pouvoir partager ça, de partager les difficultés pour Laura, d'en discuter avec ses proches, et puis ses proches, leur difficulté d'entendre quelque chose qui pour eux est uniquement un mauvais souvenir. Ce que Laura a vécu n'est pas unique, n'est pas anormal, on est parfaitement d'accord là-dessus, c'est pas une hallucination, c'est quelque chose qui est important dans la vie de Laura et aussi dans la vie de vous, de sa famille. Et plus on en parle, plus ça permet de dédramatiser le truc, plus ça permet d'avoir des mots simples, vous d'être rassuré, Laura de pouvoir aussi partager quelque chose qui est colossal. Donc merci Sophie de faire ce plateau et de faire cette émission aujourd'hui. Aujourd'hui, Stéphane. Parce que c'est avec plaisir. C'est important. On a l'impression quand même que vous vous fermez à tout ça. Ça vous est déjà arrivé de parler de votre expérience avec quelqu'un qui a déjà vécu? Jamais? Non. Eh bien, on va pouvoir le faire puisque je vais vous présenter Nicole qui est avec nous aujourd'hui et qui a vécu un genre d'expérience similaire. Nicole est avec nous.
Nicole. Alors, vous avez écouté le témoignage de Laura depuis les coulisses et comme elle, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que vous vous retrouvez dans certains points qu'elle a évoqués? Oui, beaucoup. En fait, quand je l'écoutais, c'est vrai que mon cœur battait parce que c'était touchant pour moi de l'entendre et aussi d'entendre les commentaires par rapport à la famille, est-ce que ça génère? Parce que c'est vrai que c'est complexe aussi pour les autres. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé pour vous. C'était en 2003. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui, donc c'était le 6 mai 2003. C'était le jour de la Sainte Prudence. Donc ça, c'est l'humour cosmique. Et donc ce jour-là, je rentrais de passer un entretien pour un travail, en fait, à Brive. Et donc j'étais dans ma voiture, c'était à peu près 12h30, je conduisais, tout allait bien. Je me suis même dit, je me rappelle de mes dernières pensées, parce que je me suis dit, je devrais téléphoner à mon compagnon, je suis en retard. Puis j'ai dit non, le téléphone il est dans le sac à main, tout ça. Bon. Donc j'ai pas passé de coup de fil. Et puis, en tout cas, j'ai eu un accident de voiture. Donc ma voiture a percuté un arbre. Et là, je me suis retrouvée tout de suite partie dans un autre espace que je décris comme étant, au départ, le ciel, en fait, était en bas et l'herbe, la prairie, était en haut. Et donc, je me suis dit, je vais faire une roulade pour voir dans le bon sens. Et quand j'ai fait cette roulade, j'ai vu que je n'avais pas de corps physique. Donc, j'étais un peu surprise. Pas longtemps, parce qu'après, j'ai regardé devant moi, j'ai vu cette prairie magnifique. Et puis, j'ai vu arriver sur 2 fils, des êtres que j'ai appelés les êtres de lumière, parce qu'il faut que je leur donne un nom. Ils étaient blancs, très brillants, et donc ils sont arrivés, des petits devant, les grands derrière. Et là, j'ai senti un amour. Malheureusement, qu'on ne peut pas décrire. Reconnus, certains? Pas du tout, je ne connaissais pas de... Il y avait des visages ou c'était juste une lumière? C'était juste des formes humaines très lumineuses, très intenses, mais pas des êtres que j'ai connus sur Terre. Et donc là, pas d'arrière-grand-père, d'arrière-grand-mère? Non. Mais il me semblait que je les connaissais parce que c'était extrêmement, beaucoup d'amour et une joie extraordinaire parce qu'ils riaient, ils étaient très contents que je revienne. Et moi, j'étais aussi très contente, il y avait un amour extraordinaire. Et ils riaient en vous disant quoi? Ils ne parlaient pas, il n'y avait pas de mots qu'on a échangés, c'était vraiment purement énergétique, je pourrais dire, avec cet amour et cette joie. Et alors, ils vous ont adressé un message? Non. Non, parce qu'après, il y a un pompier qui était là, en fait, avec moi dans cette voiture à un moment donné. Et en fait, le pompier m'a pris la main droite. Et vous étiez consciente? Non, là, j'étais dans la prairie. Ouais. Il m'a pris la main et il a dit « ouvrez les yeux » d'un air très stressé. Et là, j'ai ouvert les yeux, donc je suis revenue tout de suite dans mon corps physique et tout de suite très lucide sur la gravité de mon état. Donc en souffrance? En grande souffrance physique. Tout d'un coup, vous avez souffert? Ah, énormément, vraiment énormément, puisque je frôle la tétraplégie en fait, j'ai beaucoup de chance de marcher. Et donc là, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai compris tout de suite où j'étais, que je venais d'avoir un grave accident, parce que j'ai vu le volant tout déformé de la voiture. Et puis, j'étais sous les couvertures parce qu'ils avaient fait une désincarcération. Donc, vous êtes restée finalement très peu de temps inconsciente? Oui. Apparemment, d'après la police, quelques minutes. Donc, ensuite, vous avez été hospitalisée. Oui. C'est tout ce que vous avez vécu de surnaturel? Oui. Et pourtant, vous diriez que cette expérience a eu des répercussions sur votre vie? Oui, beaucoup, énormément. C'est-à-dire? Ça a été un cheminement en fait, parce qu'au départ, j'étais très en colère d'être revenue. Pourquoi vous auriez souhaité rester dans la prairie? Ah oui, au départ, oui. Tellement vous étiez bien? Tellement c'était intense et merveilleux. Et puis après, j'ai vraiment fait un cheminement intérieur pour comprendre que j'étais revenue avec maintenant cette vision aussi de la vie et de la mort qui avait changé, puisque pour moi, je ferais peut-être une distinction entre conscience et cerveau du coup. Et je dirais que pour moi, dans ma compréhension d'aujourd'hui, la conscience continue d'exister autrement après la mort du corps. Donc ça, c'est ma compréhension d'aujourd'hui.
Et ça n'a pas été toujours facile aussi, parce que j'ai eu une période dont j'ai rarement parlé, mais où, 2-3 ans après l'expérience, où je sentais vraiment la nuit des présences qui étaient là. Et ma mère le dirait, parce que je lui ai dit à ma mère, j'étais obligée de dormir avec des lumières, parce que c'était quand même assez... Des présences comme celles que Laura aurait croisées? Je ne voyais pas de choses, comme Laura, mais je les ressentais. Et c'était assez terrorisant. Et un jour, je parlais avec un expérienceur qui était d'ailleurs d'un autre pays. Et c'est lui qui m'a aidée, parce qu'il m'a dit, écoute, ce n'est pas grave, ces présences viennent à toi la nuit, il faut que tu leur envoies tout l'amour que toi tu as reçu quand tu étais de l'autre côté. J'ai fait ça une nuit, parce qu'évidemment ça revenait la nuit. Et j'ai fait ça, je me suis assise dans mon lit, je me suis connectée à ma NDE, j'ai envoyé tout l'amour que je pouvais. Et puis en effet, ça s'est arrêté. Aujourd'hui, vous êtes devenue plus croyante? Oui, mais disons que c'est une spiritualité, je dirais. Ce n'est pas une religion spécifique, mais une forme de spiritualité, oui. Est-ce que l'expérience de Laura a changé quelque chose dans votre manière d'appréhender la vie, la mort, vous? Ça fait moins peur. C'est rassurant. Moins peur pour la mort. Après, moi, je suis toujours raté, je crois en aucune religion. Vous, mais ça rassure sur la mort. C'est pareil, je suis athée, je crois en rien du tout. Et je trouve ça bizarre quand même. Ouais. Ça m'inquiète quand même. Parce que, comme on dit, est-ce que, comme disait ma femme, est-ce qu'elle ne devient pas folle, quoi? Ah oui, vous posez quand même encore cette question. Ouais. Et vous n'avez plus peur de la mort, j'imagine? Non, mais je suis touchée par la mort quand même de mes proches. Il y a quand même la peine. Mais ça m'a aidée beaucoup, parce que, sachant ce que je sais, là j'ai perdu mon papa il y a quelques mois. Et donc, j'ai encore un peu d'émotion, mais du coup, j'ai pu vraiment l'accompagner avec beaucoup d'intensité, beaucoup de présence, beaucoup d'attention. Et je me disais, il faut profiter de chaque instant, parce qu'il va bientôt partir. Steven? Non, parce que vous avez parlé de Dieu, et on est fort dans l'anecdote ici, à l'histoire de Laura et à la vôtre, c'est super important. Mais pour comprendre, évidemment, on ne veut pas rester à ce niveau-là. Et donc, j'étais en Inde il n'y a pas longtemps, et ce qu'on constate, vous avez parlé de cette lumière, ici avec notre culture plus judéo-chrétienne, on va souvent parler d'un tunnel. Là-bas, c'est plus cette notion en Inde de rivière. Dans le monde musulman, on parle d'une porte. On a des patients qui rencontrent Jésus, la Vierge Marie. C'est très rare en Inde. Et donc ça, je pense que c'est intéressant d'essayer de savoir à quel point on est imprégné de notre éducation et de la qu'est-ce qu'on fait de cette expérience. Ouais. C'est un peu comme le rêve. Il est comparable, mais aussi très différent. Et donc là, je pense que vraiment c'est important justement que ça soit partagé, et je vous en supplie, partagez ce que vous avez vécu avec des labos comme le nôtre pour essayer d'aller plus loin. Donc, vous êtes d'accord, je suis très heureux. Oui, je suis parfaitement d'accord, mais je dirais que pour moi, en effet, quand je vais parler du spirituel, je vais dire que peut-être le spirituel, quand on est proche de la mort ou entre les deux mondes, va prendre une forme accessible à qui on est et à la culture d'où l'on vient. Donc pour moi, ça ne m'étonne pas que vous disiez certains ont vu Jésus, d'autres Mahomet, d'autres Allah, et puis je ne sais quoi, ou les enfants peut-être même des anges, encore que les enfants, certains justement tout petits, n'avaient pas de culture religieuse, donc on se pose la question. Mais ça ne m'étonne pas que le monde spirituel, qui est pour moi énergétique purement, donc du domaine vraiment de la conscience, puisse prendre à la limite une apparence qui puisse correspondre aussi à d'où on vient. Stéphane, j'imagine que ça vous fait réagir, oui, parce que le témoignage. Vous emmenez 5 personnes à Venise, un Turc, un Américain, un aborigène d'Australie, ils vont vous décrire une ville différente chacun. Donc pour moi, c'est évident que notre culture colore nos expériences intimes et subjectives, mais ça ne veut pas dire que ces expériences subjectives sont juste le fruit de notre imagination. Il y a peut-être quelque chose entre l'objet qui est perçu et notre façon de le lire qui impacte sur notre façon de vivre. Nicole parle pas de Jésus, elle parle d'être de lumière. Et c'est vrai que cet être de lumière est une entité qui revient dans beaucoup d'expériences, quelle que soit la culture. Donc je pense qu'il y a un tronc commun à toutes ces expériences-là. Après, il y a des grilles de lecture culturelle qui arrivent par-dessus, mais qui, pour moi, sont à dissocier. Alors Laura, vous avez donc fait la démarche de parler de votre histoire publiquement aujourd'hui, entourée de certains de vos proches. Ce n'est pas des discussions que vous avez facilement, notamment avec votre compagnon qui, lui, a préféré ne pas vous accompagner aujourd'hui. Oui. Vous lui en voulez? Non, pas du tout. Pourquoi? C'est douloureux pour lui de parler de tout ça. Pourquoi?
Parce qu'on lui a annoncé que son amoureuse allait mourir et c'est dur. Mais ce que vous avez vécu, l'expérience que vous avez connue, il veut pas, pour lui, tout est en lien. Tout le ramène à cette souffrance qu'il a vécue à ce moment-là. donc il préfère ne pas en parler et occulter. Voilà. Bah, c'est pas vrai parce qu'il est là aujourd'hui. C'est vrai, hein? Tu me crois pas? Non. Eh ben, regardez. Julien, Bonjour. et pourquoi vous êtes là aujourd'hui alors? Pour elle. Parce lui, que... Pour lui prouver que je n'ai pas oublié et que je l'aime. Pour la soutenir, pour tout ça. Mais vous pouvez le regarder, hein, c'est possible. Pourquoi ça reste tabou encore aujourd'hui, cette discussion là-dessus? C'était très dur à vivre. On n'est pas habitué à vivre des choses comme ça. Donc, Comment vous interprétez tout ça, vous, aujourd'hui? ça a été le tournant de ma vie. C'est à partir de là que tout a commencé. C'est-à-dire? Notre amour, ma vie, tout. Ma vision des choses. Votre vision des choses On devient a adulte. changé aussi? Je suis devenu adulte, je pense, à ce moment-là. Vous êtes devenu adulte. Voilà. Et donc ça vous donne une vision de la vie différente aujourd'hui, ce qu'elle a vécu? Donc ça veut dire que vous êtes tout à fait attentif à ce qu'elle vous a raconté de son expérience? Oui, j'ai su écouter. Vous ne la prenez pas pour une folle, quoi? Non, j'ai su écouter. J'ai pas trouvé les mots pour lui répondre souvent, mais j'ai su écouter. Lui, il est sympathique, ce Julien. C'est pour ça que je l'ai épousé. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il soit là aujourd'hui? Je suis contente, mais je veux pas que ça lui fasse du mal d'être là non plus. Ah non, sinon... Je suis pas venu sinon. Bon, voilà quoi. Hein. Bon, vous en parlerez tous les deux après. Hein. Professeur Lorez, vous souhaitiez profiter de l'émission pour lancer un appel à témoins, justement. On a bien compris que vous aviez besoin de témoins et d'expérienceurs. Tout à fait. Donc, il y a à l'Université de Liège plusieurs doctorantes qui s'intéressent à ce phénomène extraordinaire où il y a beaucoup de mystères. Et pour avancer dans ce domaine, je pense que tout d'abord, il faut écouter les personnes qui l'ont vécu. Ce n'est pas mon cas. Donc il faut rester très humble. Et eh bien, ceux qui l'ont vécu, s'il vous plaît, écrivez-nous votre histoire. On a l'adresse courriel, c'est coma@ulg.ac.be. On a plusieurs projets où on peut essayer de mieux caractériser ce qui s'est passé. Alors, vous pouvez redonner l'adresse? Coma? C'est coma, C-O-M-A, @ulg.ac.be. D'accord. Et puis Stéphane Alix, un dernier mot sur votre dernier livre qui sort, je crois, aujourd'hui, hein, Oui. Une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie, le test. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quelque chose d'un peu curieux, mais ça fait plus de 10 ans donc, que je m'intéresse à la mort sous différents aspects, les expériences de mort imminente, l'expérience de médiumnité. Alors, vous avez perdu votre frère dans un accident en Afghanistan il y a quelques années et votre papa il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et vous avez eu une idée incroyable quand même. Oui, mais en même temps qu'on a peut-être tous envie de faire. C'est-à-dire que j'ai conclu une sorte de pacte avec mon père. On a eu des discussions de son vivant sur la vie après la mort. Lui n'était pas convaincu. Il disait il y a des philosophes qui disent qu'il y en a, il y a des philosophes qui disent qu'il n'y a pas de vie après la mort. Donc moi, je suis perdu au milieu. Et en fait, j'ai fait le test que j'aurais aimé lui proposer de lire avant qu'il meure. Quand il est mort, j'en ai parlé à absolument personne. Tout seul dans le funérarium, j'ai caché des objets lui ayant appartenu dans son cercueil. Ensuite, je suis resté près du cercueil pour m'assurer que personne n'allait les enlever ou les voir. Quand on a fermé le cercueil, je n'y dis ça à personne. Même ma femme a appris l'expérience une fois que le livre était terminé. Et un an après son décès, je suis allé voir 6 médiums que je connais bien, des gens qui prétendent communiquer avec les défunts. Et je leur ai dit, je veux faire un livre avec vous, on va faire des interviews, mais on va juste faire une petite séance de médiumnité au début qui va me servir à illustrer l'interview. Je ne voulais pas qu'ils aient trop de pression. Et pour eux, effectivement, le test, pour moi, c'était de savoir s'ils allaient entrer en communication avec mon père, si mon père... Eh ben, vous la découvrirez dans le livre. Voilà. Moi, j'ai lu le livre, c'est tout à fait étonnant. Merci d'être venu nous voir. Merci On aura beaucoup. peut-être l'occasion de reparler de tous ces sujets-là. Merci, Laura, d'avoir accepté notre invitation. Le test, donc, ça sort aujourd'hui chez Albin Michel. Chez Albin Michel, aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver la rubrique Ici une histoire ce week-end dans Version Féminin. A tout de suite pour un nouveau numéro de l'Histoire continue.
dans lequel nous allons mettre à l'honneur des héros du quotidien. Sandra reviendra sur le jour où elle a été sauvée des flammes par un inconnu. Et nous lui présenterons Rémi et Aurélie qui ont une histoire similaire. Ils sont en train de se préparer. On les retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. Elles sont mannequins, mesurent près d'1,80 m, ont la taille fine, et pourtant, dans le milieu de la mode... Je suis trop grosse. Je faisais un 40, après je suis passée en 38. J'ai eu beaucoup de critiques. Vous avez rien à faire là, vous pourrez jamais être mannequin. J'ai toujours fait un 36, sauf que du bas, un 40. Clairement, on peut pas montrer dans un lookbook une fille qui fait une taille 40. Si j'écoute les agences, je devrais perdre 10 kilos. Le taux des filles de 16 ans est très fine. Pour pouvoir défiler, elles se sont affamées. La demande a été de perdre 10 kilos en 3 mois. Je me suis nourrie de liquide pendant 6 mois. J'ai commencé à faire des bêtises. Manger que de la soupe le soir ou juste un thé et manger de la salade la journée. Dès que j'étais à la maison, il fallait que je me pèse. Si j'étais à la maison pendant 4 heures, pendant les 4 heures, je me pesais 4 fois. Mais face à ce diktat de la maigreur, elles ont fini par dire stop. Je me suis détachée de l'aspect physique. Le corps est là pour manger, pour aimer, pour vivre. Et une fois qu'on se détache de ça, tout va mieux, on est plus belle, on est mieux dans notre peau. Contrat à la clé, tant mieux. Pas de contrat à la clé, tant pis. Je suis heureuse aujourd'hui de me lever, de me regarder dans le miroir et de me dire « Ouais, je suis bien ». Rendez-vous donc avec Alison, Anaïs et Aglaé dans le prochain numéro de Toute une histoire.